qui est député des Français de l'étranger et président de la Commission des Affaires européennes de l'Assemblée. Bonjour Pierre-Alexandre Anglade, et merci de venir si tôt. Alors, on vous invite bien sûr comme député, mais comme l'a dit Brigitte, comme président de cette commission des affaires européennes. Hier, le sommet de Bruxelles a réitéré son soutien à l'Ukraine, un soutien à 26 et pas à 27. Viktor Orban joue toujours solo. Qu'est-ce que vous avez tiré comme conclusion de ce sommet d'hier ? C'est un moment très important parce que les Européens prennent enfin la mesure de la rupture des relations internationales telles que nous le connaissions depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire avec un pilier transatlantique très fort, États-Unis qui protégeaient les Européens, et depuis la conférence de Munich, depuis l'altercation brutale dans le bureau ovale entre Volodymyr Zelensky et le président Trump, eh bien, il y avait urgence à prendre conscience que les Américains sont en train de se désengager de l'Europe, sont en train d'abandonner l'Ukraine, ils ont cessé de fournir des renseignements à la résistance ukrainienne, ce qui a des conséquences évidemment sur la sécurité des Ukrainiens et qui est une décision évidemment complètement irresponsable. Et donc il était temps que les Européens prennent la mesure de ce qui est en train de se passer et qu'ils se réveillent quelque part. Et donc ce plan de 800 milliards d'euros qui a été acté hier doit permettre de soutenir la résistance ukrainienne pendant encore un moment. C'est 30 milliards qui vont être donnés aux Ukrainiens cette année. Et puis aussi et surtout, enfin, d'assumer notre propre sécurité et notre propre défense en développant nos propres systèmes de défense, ce qui n'était pas suffisamment le cas aujourd'hui en Europe. Alors avant de revenir au regard, je dirais, franco-français de cette crise, ces 800 milliards, il faut quand même préciser à quoi ça correspond réellement, ces 800 milliards. C'est de sortir, par exemple, les dépenses de défense des fameux pactes de stabilité. Ce n'est pas 800 milliards que l'Europe va donner aux 27 ou aux 26. On verra. Non, c'est la liberté qui est donnée aux États membres de pouvoir investir de manière plus nette et plus franche dans les budgets de défense, comme cela est fait notamment en France, qui a presque doublé son budget de défense en l'espace de 10 ans, en permettant de sortir les dépenses que l'on fait du pacte de stabilité et de croissance, les fameux 3% qui limitent parfois les investissements. Et donc cela va donner plus de capacité aux 27, individuellement, chacun de son côté, pour investir dans son système de défense. Et puis il y a un autre volet qui est la mobilisation de fonds européens, parfois qui n'ont pas été utilisés, ou de nouveaux fonds, pour permettre d'investir en commun dans des systèmes et dans des systèmes de défense européens, parce que l'enjeu, c'est de produire en Europe, mais aussi d'acheter en Europe. Quand vous regardez l'équipement militaire qui est aujourd'hui délivré à l'Ukraine, 80% de l'équipement militaire qui est envoyé en Ukraine vient de production qui n'est pas européenne. C'est des productions que nous achetons, nous, Européens, aux États-Unis, à la Corée, à d'autres pays, que nous envoyons ensuite en Ukraine. Donc l'enjeu pour nous, c'est de développer une véritable base industrielle et technologique de défense, c'est-à-dire produire et acheter en Europe. Alors, le président de la République s'est exprimé mercredi devant les Français, mais il s'est aussi exprimé hier lors d'une conférence de presse après ce sommet. Est-ce que vous trouvez que le président de la République, dont un certain nombre de choix sont validés par la situation, a eu le ton juste, et on reparlera tout à l'heure de son ton par rapport à la Russie, mais plus globalement, est-ce que cette gravité-là n'inquiète pas plus qu'elle ne rassure ? Je ne crois pas. Je crois que le président de la République a raison de marquer le moment de rupture dans lequel nous nous trouvons, de dire aux Françaises et aux Français quelle est la situation. Nous avons vécu depuis 1945 sur un continent qui est un continent libre, en paix, prospère, et qui aujourd'hui doit affronter une rupture majeure avec la volonté impérialiste, brutale de la Russie de Vladimir Poutine d'asservir un pays libre, l'Ukraine, qui n'est pas attaquée pour ce qu'elle fait. L'Ukraine ne menace personne, elle est attaquée pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un pays libre, démocratique, et qui a fait le choix de se tourner vers l'Europe. Et si nous laissons tomber l'Ukraine, alors demain, eh bien, les Russes iront peut-être dans d'autres pays d'Europe, les États baltes, la Roumanie, la Moldavie, qui n'est pas encore membre de l'Union européenne, mais qui est un pays qui fait aussi le choix de se tourner vers l'Europe. Et notre allié américain, notre partenaire américain, nous a clairement dit « nous ne serons plus là pour vous protéger ». Et donc, à vous d'assumer ce moment singulier de notre histoire. Et évidemment que la France, qui est un grand pays, qui est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, puissance nucléaire, première armée du continent, a un rôle singulier dans ce moment. Et donc, c'est la responsabilité du chef de l'État de dire aux Français dans quel moment nous nous trouvons et les efforts que nous aurons peut-être à faire collectivement avec nos partenaires européens pour permettre à nos enfants de continuer à vivre en paix, libre et prospère en Europe, ce qui n'est plus assuré aujourd'hui. Lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, le président de la République avait dit qu'il ne faut pas humilier la Russie. Aujourd'hui, il dit qu'elle est surarmée et prédatrice et ne s'arrêtera pas aux frontières de l'Ukraine. Ce changement de ton, il vient d'où ? Il vient de quoi ? D'une analyse qui a changé ? Ce changement de ton, il vient du changement de comportement de la Russie et de son président Vladimir Poutine qui n'a fait que mentir.
et qui en réalité avait déjà menti avant 2022, mais le président de la République, je crois, avait eu raison, pour les raisons que j'expliquais avant, précisément parce que la France est une grande puissance, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, puissance nucléaire, de continuer le dialogue jusqu'au bout pour essayer d'arrêter la guerre. Ça n'a pas fonctionné parce que le président russe est dans une mécanique de violence, de brutalité, et on l'a encore vu cette nuit en Ukraine, où les infrastructures civiles ont été bombardées. Il faut comprendre que l'armée russe ne s'en prend pas simplement à l'armée ukrainienne, elle vise délibérément les civils. Ce sont les civils ukrainiens qui sont écrasés par les bombes russes de manière quotidienne, et les infrastructures civiles. Et donc cette logique mortifère qui est poursuivie par la Russie, eh bien, en 2022, le président de la République a essayé de la stopper. Le président russe n'a pas voulu le faire. Et dans le même temps, la Russie a continué de réarmer son appareil de défense et même offensif, puisque c'est une guerre d'agression, et donc avec la volonté, très certainement, de poursuivre au-delà de l'Ukraine à l'horizon 2030. Vous savez, les services de sécurité allemands, les services de sécurité danois et les services de sécurité de beaucoup de pays européens alertent sur la volonté russe, eh bien, de poursuivre cette offensive. C'est pour ça que le président de la République qualifie la Russie de menace existentielle pour l'Europe, mais aussi pour la France. Et c'est pour ça que nous ne devons rien céder et que le président de la République a raison de se placer en rempart de l'Europe aujourd'hui. Alors, Russie toujours, il y a un débat autour de quoi faire des avoirs gelés. Alors, le président de votre groupe, Gabriel Attal, l'ancien Premier ministre, dit qu'il faut les utiliser alors que ce n'est pas l'option de l'exécutif. Pourquoi cette différence alors que ça pose peut-être un problème de droit international d'utiliser des avoirs qui sont pour l'instant bloqués mais pas confisqués? Votre position à vous, elle est celle de Gabriel Attal? Oui, moi je défends depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois, la nécessité donc de geler les avoirs russes, ça c'est déjà le cas, mais aussi de les saisir pour permettre de soutenir la résistance ukrainienne. On parle de quoi, 300 milliards à peu près, il y a près de 300 milliards au total, mais ce serait plutôt autour de 209 milliards. Voilà, c'est ça, sur les actifs d'une banque, et le reste, c'est des avoirs privés. Exactement. 25 milliards à peu près. Exactement. Voilà. Et donc, moi, je pense que ce débat, effectivement, il y a un débat juridique qui existe. Ce débat était valable tant que nos alliés américains étaient présents pour soutenir la résistance ukrainienne à nos côtés. Maintenant que les Américains ont fait le choix de se replier sur les États-Unis d'Amérique, de regarder vers l'Asie et d'abandonner l'Ukraine, on le voit de manière très injuste et très brutale, eh bien je crois que nous, Européens, devons nous saisir de ces avoirs russes pour pouvoir soutenir la résistance ukrainienne. Et je vais vous dire, j'entends ce qui me dit... C'est pas un peu œil pour œil, dent pour dent, de ne pas respecter le droit international? Non, parce qu'à la fin, la Russie aura à payer des réparations pour cette guerre d'agression illégale, brutale, totale, massive, qui, je le disais, cible en priorité les civils ukrainiens. Et donc la Russie aura un jour à payer ces réparations. Et donc ça peut être une avance sur ces réparations. Et par ailleurs, j'entends certains qui nous disent « oui, mais si nous saisissons ces avoirs, plus personne ne viendra investir en Europe ». Moi, je vais vous dire, si on vit sur un continent en guerre, si nous ne sommes plus stables, alors plus personne ne viendra de toute manière investir en Europe. Donc saisissons ces avoirs, utilisons-les pour soutenir la résistance ukrainienne. Nous en avons besoin. Alors, l'une des questions qu'a soulevé le président de la République, c'est celle du partage de la dissuasion nucléaire. Alors, attention, pas le partage du bouton atomique, mais celui de transférer la protection américaine a fait avec la protection française de l'ensemble de l'Europe. Est-ce que ce débat, il a vraiment lieu au sein des 27, ou est-ce que ce n'est pas un débat un peu franco-français pour l'instant? Non, c'est un débat européen, puisque le président de la République a répondu à la demande du chancelier en devenir, Friedrich Merz, qui a gagné les élections en Allemagne il y a quelques jours de cela, et qui lui-même a ouvert cette discussion en demandant à la France quelle pourrait être l'évolution de sa doctrine sur le sujet. Et donc, le président de la République a répondu à cet appel, et je pense que ce débat est tout à fait valable et justifié au moment où les États-Unis d'Amérique font le choix du désengagement européen et au moment où nous sommes la seule puissance nucléaire du continent européen, avec nos alliés britanniques, mais qui sont dans une situation un peu différente. Et donc, je pense que c'est le rôle de la France d'assumer aussi une part de la sécurité de l'Europe, sans dire ce que sont complètement nos intérêts vitaux, mais l'ensemble des présidents de la République, depuis le général de Gaulle, en passant par le président Mitterrand et jusqu'au président Macron. Ça ne dévoile pas le principe gaulien des intérêts vitaux à défendre. Ce n'est pas un changement dans l'idée de l'autonomie stratégique de la France? Non, parce que l'ensemble de ces présidents, du président de Gaulle, au président Mitterrand, jusqu'au président Chirac ou au président Macron, ont tous dit de manière explicite que les intérêts vitaux de la France ne s'arrêtaient pas aux frontières de l'Hexagone et qu'il y avait une dimension européenne à ces intérêts vitaux. Et donc moi, je pense que ce débat est un bon débat, il s'ouvre, mais il faut tordre le cou aux fausses informations propagées par Marine Le Pen, Jordan Bardella ou d'autres au Rassemblement national qui expliquent que le président de la République abandonne la dissuasion nucléaire française et que ce serait quelqu'un à Bruxelles qui viendrait appuyer sur le bouton nucléaire à la fin si cela était nécessaire. Ce n'est pas le cas. La seule qui, à la fin, prendra la décision, si jamais c'était nécessaire,
d'utiliser l'arme nucléaire, c'est évidemment le président de la République française, quel qu'il soit. Dernière question très rapidement. Vers quelle augmentation des dépenses de défense la France doit aller 3, 4%. Aujourd'hui, c'est 50 milliards la défense. Il faut aller vers quoi? 100 milliards, 150 milliards et qui paye? On a un modèle de défense qui est très singulier par rapport à d'autres pays européens où on a l'arme nucléaire, on vient d'en discuter à l'instant, et donc on ne peut pas dupliquer par exemple ce que font nos amis polonais qui montent à 5% du PIB. Les mêmes 5% en France n'auraient pas ou peu de sens. Mais il faut que nous remontions progressivement en puissance nos investissements en matière de défense. On l'a fait ces 10 dernières années sous l'impulsion du président de la République, et il faut qu'on arrive autour de 3,5%. Mais juste un chiffre pour ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, les dépenses de défense en France, c'est à peine 2%. Les dépenses sociales, des collectivités territoriales, du fonctionnement de l'État, c'est 57%. Donc vous voyez bien qu'entre 2% et 57%, ceux qui vous expliquent qu'on va prendre beaucoup d'argent à l'école ou dans la santé pour venir le mettre dans la défense, ce n'est pas vrai. Mais il y a des manières de rationaliser aujourd'hui le budget, c'est sur cela qu'on doit travailler. Ce sera un débat à suivre, il est très intéressant pour l'ensemble des Français. Je vous remercie beaucoup Merci à vous. De passer ce matin.